Bonjour et bienvenue à Numérique, l'émission numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Aujourd'hui, on parle de l'éducation bonifiée grâce au numérique. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline, je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle saison de Numérique. Moi aussi, et 4 saisons, c'est pas rien, on commence à avoir de l'expérience. Oui. À la maison, si c'est votre première saison, retrouvez les précédentes sur québecnumérique.com. Et si vous demandez où on se trouve en ce moment, eh bien, on est à Québec, au Web à Québec, et c'est l'effervescence autour de nous. Savais-tu que c'est le plus grand événement numérique en Amérique francophone? Oui, absolument. 1500 participants, 3 jours de conférences sur le numérique, plus de 80 conférenciers qui viennent du monde entier. Le numérique, du numérique, du numérique. Du numérique, du numérique, du numérique, on en mange et on va en parler beaucoup pendant cette nouvelle saison de l'émission. On va parler de santé, d'éducation, de musique et même comment le numérique a un impact sur le citoyen dans sa communauté. Pour notre première discussion, je reçois 2 passionnés d'éducation. Ils vont nous expliquer comment bonifier l'enseignement grâce au numérique. Bonjour Sonia Fizet, vous êtes? Bonjour, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de la capitale. Très bien, bonjour Carl Parent. Bonjour, je suis enseignant en 6e année à l'École de l'Étoile de la Commission scolaire des navigateurs. Très bien. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut bonifier l'enseignement grâce au numérique? Ça dépend de l'utilisation qu'on fait du numérique. Personnellement, dans ma situation, les élèves ont accès en fait aux technologies quotidiennement. Étant donné que je fais différents quiz avec eux, je suis capable d'avoir un meilleur portrait de mes élèves et on est aussi capable d'aller vraiment stimuler leur créativité en proposant des projets qui sont très variés, contrairement au cahier d'exercice par exemple. D'accord, c'est un premier exemple. Et quels sont les outils que vous utilisez le plus? Avec mes élèves, on utilise beaucoup NetMath, qui est une application de mathématiques qui remplace un peu le cahier d'exercice, qui est un exerciceur. En français, on utilise beaucoup Challenge You. Puis une variété d'applications qui ne sont pas nécessairement disciplinaires, mais qui permettent de vraiment que les élèves soient créatifs et qui produisent différentes sortes de capsules, que ce soit vidéo, audio, ce genre de produits-là. Dans mon rôle de conseillère pédagogique, je suis souvent appelée, dans le fond, à conseiller les enseignants pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser en lien avec leur discipline. Je fais aussi beaucoup de propositions, entre autres, avec la programmation. Donc, c'est un petit peu des outils variés qui nous amènent à faire des propositions selon, toujours en partant de l'intention pédagogique. Qu'est-ce que l'enseignant veut passer comme contenu afin que l'outil soit vraiment au service pour apporter une bonification, dans le fond, à l'enseignement. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Dans ma classe, il n'y a pas de journée type. Chaque journée est un peu différente. Le matin, on est un petit peu plus dans, je dirais, là, dans les matières de base où il y a plus d'exercisation qu'on va essayer de faire. Donc, souvent, les élèves, la veille, vont avoir une capsule vidéo à écouter qui explique la matière pour qu'ils l'écoutent à leur rythme, à la maison, qu'ils puissent mettre sur pause, reculer s'ils n'ont pas compris. Donc, le lendemain, on revient sur ces capsules-là, on vérifie ce qu'ils ont compris. On va donc s'assurer que tout le monde est au même point. Et on tombe dans de l'exercisation, souvent avec le numérique, des quiz autocorrecteurs. Donc, je perds moins de temps à vraiment corriger de façon ponctuelle ce qu'ils sont en train de faire, mais j'ai un meilleur portrait de mes élèves et je suis capable de mieux aider à ce moment-là parce que l'algorithme des applications ou des plateformes qu'on va utiliser va me permettre vraiment d'avoir un portrait plus juste des difficultés de mes élèves. Durant l'après-midi, c'est un petit peu plus les matières qui sont plus secondaires et on est souvent en mode création. Donc, tournage de capsules, on va aller avec l'écran vert pour filmer, par exemple, une notion historique avec une image à l'arrière ou une vidéo historique un peu. On va aller visiter des lieux avec la réalité virtuelle, là, si on est en géographie ou en éthique et culture religieuse. Donc, on va varier notre approche, surtout l'après-midi. D'accord. Et alors, comment réagissent les élèves? J'imagine que ça leur plaît, ça les motive? Bien, moi, je pourrais dire que oui, effectivement, on voit que les jeunes sont très, très motivés par l'utilisation de la technologie. C'est sûr qu'il faut toujours voir comment assurer, dans le fond, un encadrement pour que les jeunes l'utilisent correctement. Et on essaie de déborder aussi pour que, comme Carl le disait, l'exemple, c'est d'envoyer, par exemple, des capsules qui sont à la maison. Donc, pour vraiment participer à ce que les jeunes utilisent aussi à la maison cet outil-là. Donc, que le prolongement se fasse et que ça soit utile aux parents.
Moi, j'avais l'habitude comme enseignante de mettre, par exemple, le plan de travail de la semaine en ligne, les outils que les jeunes devaient utiliser. Donc, le parent pouvait avoir un bon suivi. L'enfant avait plus la défaite de dire « Ah, j'ai oublié mon agenda, je ne sais pas ce qui est à faire en devoir, j'ai pas mon cahier d'exercice. » Tout était en ligne. Alors ça, c'est vraiment une utilisation où le parent aussi peut faire un meilleur suivi. L'exemple de capsule que Carl donnait, bien, le parent qui dit « Ah, les termes sont vraiment nouveaux », bien, il peut regarder la capsule avec l'enfant. Alors, il y a vraiment un respect, je trouve, du rythme de l'enfant, de la différenciation qu'on nous demande beaucoup comme enseignants de faire. Alors, ça peut être des bons moyens pour utiliser le numérique en classe avec un ajout dans le fond. Mais oui, ça motive beaucoup, beaucoup les jeunes. On est à cette époque-là. C'est une façon d'apprendre différente. C'est beaucoup plus dynamique. Quand on fait des quiz, par exemple, l'enfant, il peut recevoir beaucoup de rétroaction plus immédiate. On pourrait faire afficher la règle de grammaire pour qu'il reprenne, par exemple, son exercice. Alors, il y a le droit à l'erreur, il y a le droit d'aller faire un ajout. Fait que c'est vraiment un ajout là, que j'ai utilisé beaucoup aussi en classe. Très bien. Vous devez faire un peu la police, j'imagine, quand même, avec les outils numériques en classe. En début d'année, il faut placer certaines choses sur l'utilisation qui est adéquate de l'outil. Parce que pour plusieurs, c'est nouveau. Ils arrivent de classes plus traditionnelles souvent, donc il faut vraiment venir cadrer un petit peu plus. Une fois que ça c'est fait, ça va relativement bien. L'outil numérique peut être une source de distraction. Au même titre que quelques années, j'enlevais fréquemment à certains élèves leur livre de lecture, leur crayon ou leur efface. Donc, l'effet de distraction est là, mais il a toujours été là, puis il sera toujours là, peu importe le type de classe ou l'outil que les élèves vont utiliser. Bravo pour votre travail. J'espère qu'en France, ça va se passer comme ça aussi bientôt. Et je vous remercie encore pour cette discussion. À bientôt. Merci. Au revoir. Les créacamps permettent aux enseignants du primaire et du secondaire d'approfondir des sujets créatifs ou des approches innovantes avec leurs pairs ou des mentors. C'est une journée de formation continue, sans cours traditionnels ou conférences. Elle privilégie plutôt les groupes à taille humaine qui facilitent la création, la discussion et l'échange. Ensemble, les participants tentent de refaire le monde, le tout dans le but de réinvestir par la suite les compétences acquises en classe et bien sûr d'élargir son réseau. Et le numérique là-dedans ? Eh bien, les sujets abordés lors d'un créacamp sont souvent enrobés de son aura. Par exemple, le premier créacamp qui a eu lieu en mai 2017 proposait des sujets comme la robotique, la programmation, l'apprentissage par le jeu et de remixer les arts et les maths avec le numérique. Une caractéristique des créacamps est aussi leur désir de rester accessible. Comment ? D'abord par un coût d'inscription abordable, puis par des choix de lieux et de moments qui conviennent bien aux professeurs. Par exemple, en 2018, 4 éditions seront prévues et auront lieu à Québec, à Valcartier, dans les Bois-Francs et à Montréal, pour la plupart dans des écoles, et ce en avril, mai, octobre et novembre. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site écolebranchée.com. Vous l'avez vu dans la discussion précédente, il existe beaucoup d'outils numériques pour aider à l'enseignement, ici au Québec comme partout dans le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'un de ces outils qui est Classcraft. Et pour vous en parler, je reçois Sean Young. Bonjour Sean. Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis le PGD puis cofondateur de Classcraft, une plateforme on est basé à Sherbrooke, mais on est utilisé par 4 millions d'élèves dans 75 pays, en 11 langues à travers le monde. Wow. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Classcraft? Oui, dans le fond, l'idée de Classcraft, c'est de faire en sorte que l'école soit comme un jeu vidéo. Donc, les élèves viennent en classe, en participant, ils gagnent des points, travaillent en équipe, puis ça dure toute l'année. Fait que on pense pas ici à ce qu'on a connu quand on était jeune, Carmen Sandiego, par exemple, pour apprendre la géographie en jouant à un jeu, mais vraiment, l'expérience de venir à l'école devient le jeu. Donc, la façon que ça se manifeste, c'est que les élèves, ils ont des guerriers, guérisseurs, mages, fait qu'ils incarnent un avatar. Puis, en fonction de ça, ils vont pouvoir progresser dans le jeu. Puis, en progressant, ça va avoir un impact sur leur vraie vie. Par exemple, ils peuvent gagner des pouvoirs en montant de niveau, comme tu as le droit de manger en classe, ou ça pourrait être, tu peux remettre un travail une journée plus tard, ou tu as le droit de te faufiler devant la file à la cafétéria le midi. Donc, des pouvoirs qui vont avoir un impact sur leur vraie vie. D'accord. Puis la façon qu'ils font pour monter de niveau, c'est en gagnant des points. Ça peut être en faisant du curriculum, en allant à travers des cartes créées par les enseignants. Ça, c'est une unité de mathématiques, par exemple.
Ou encore, en participant en classe, l'enseignant peut leur donner des points pour s'ils se présentent bien, s'ils sont positifs, s'ils font preuve de collaboration. Puis en faisant ça, ils vont monter de niveau, débloquer ces pouvoirs-là, puis débloquer des nouveaux équipements pour leurs personnages, etc. Mais les enfants doivent adorer ça. Comment tu as eu l'idée de créer Classcraft? Bien, moi, j'ai été enseignant pendant 10 ans. Pendant ce temps-là, j'étais programmeur aussi. Fait que j'ai eu l'idée pour moi de le faire. Puis je l'ai fait juste vraiment rapidement, là, un petit prototype. Ah oui? Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. J'utilisais ça avec mes élèves. Juste un projet que je faisais pour moi-même. Puis un jour, j'ai mis en ligne juste une page pour dire ce que je faisais. Ouais. Puis le jour que ça a été mis en ligne, 130 000 personnes sont venues sur le site. Wow. Ouais, fait que ça a rapidement fait le tour du monde. Puis il n'y avait pas de produit, pas de compagnie. Fait que là, c'est à ce moment-là que D'accord. je me suis allié avec mon frère Devin, qui est un designer basé à New York. Puis on a fondé la compagnie. D'accord. Pour revenir sur Classcraft, ça s'adresse aux élèves de quel niveau? On a des élèves de tous les niveaux qui utilisent ça, de première année jusqu'à la fin du secondaire, même à l'université. On a même des gens, parce que tout ce qu'on peut faire dans la plateforme, c'est modifiable, customisable. Fait qu'on a même des gens qui l'utilisent dans des contextes non scolaires, par exemple des équipes de vente. Ils vont leur donner des points, etc. Puis là, les pouvoirs, ce ne sera pas tu peux manger en classe, mais ça va être tu peux quitter plus tôt un vendredi, des choses comme ça. Bon, alors, si je suis enseignant, comment je dois faire pour utiliser Classcraft dans ma classe? Bien, la façon que ça se joue, c'est que l'enseignant peut aller se créer un compte gratuitement. Bon, il y a une version gratuite, une version payante. D'accord. Puis, il enseigne comme il enseignait normalement. Fait que, tu sais, on voit ici une enseignante qui enseigne un cours de sciences en secondaire 1, comme normal. Les élèves sont au travail, ils vont faire des travaux dans leur cahier, etc. Puis pendant qu'ils travaillent, l'enseignante elle a son appareil mobile, puis elle leur donne des points. Donc, ils gagnent des points parce qu'ils travaillent bien ensemble, etc. là. Fait que ça se passe au quotidien, puis ça s'inscrit comme une couche de jeu numérique qui s'installe par-dessus le cours. Fait que pour les enseignants, ils n'ont pas besoin de changer comment ils enseignent ou changer leur plan de cours. Ils font juste rajouter cette couche numérique-là de jeu par-dessus. Là. D'accord. Et tu as un retour de la part des enseignants? Est-ce qu'ils te disent comment ça se passe? Oui, ça se passe super bien. On a des témoignages hallucinants là, d'enseignants qui disent je voulais plus enseigner, ça a complètement changé ma carrière. Maintenant, je suis super content de venir à l'école. Des élèves qui disent on a même eu un élève qui nous a écrit pour dire que je considérais le suicide, puis grâce à Classcraft. C'est un jeu collaboratif, fait que ça crée des liens sociaux entre les élèves. Grâce à Classcraft, j'ai pu réintégrer un chemin normal de classe. Puis, fait que, on a un impact. Vu que c'est un jeu sur le comportement, on est capable d'utiliser le jeu pour lutter contre l'intimidation, pour vraiment travailler des enjeux socio-affectifs, des enjeux de collaboration qui sont fondamentaux au niveau de l'expérience de venir à l'école. D'accord. Donc ça motive les élèves, mais aussi les professeurs, du coup. Exactement. OK, très bien. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je ne connaissais pas, mais je vais essayer de voir si on utilise ça dans l'école de mes enfants. Ah, ça se peut. Bon, merci, Sean. Ben, merci beaucoup. L'école et la classe, on a tous nos bons et moins bons souvenirs de ces années sur les bancs d'école. Chose certaine, l'école et la classe évoluent de plus en plus. On est loin de l'école de rang d'Émilie Bordelot. Il y a des trucs beaucoup plus techno qui se font. Un bon exemple sur notre plateau aujourd'hui, c'est la classe des élèves de M. Pierre Poulain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Myriam, Mélissa et Ahmed. Merci d'être là. Bon, faut pas vous appeler M. Poulain, hein? Ça, c'est quand on veut rire de vous. On vous appelle M. Pierre. C'est parfait. Parfait. Alors, racontez-nous comment vous vivez votre classe numérique. Bien, essentiellement, c'est d'utiliser intelligemment les technologies. Puis pour moi, ça a été une motivation d'aller au travail le matin dans les dernières années. Puis comme ça l'est, je crois, pour les élèves. Oui, hein? Comment vous vivez ça, vous? Ah, d'abord, votre école. Présentez-nous votre école. Bien, notre école, c'est Wilfrid Bastien. C'est où, ça? Bien, c'est à Montréal-Saint-Léonard. OK. C'est une école publique. Oui, public. Et la classe de M. Pierre? Oui. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Bien, c'est parce qu'on utilise plus les technologies que d'autres classes et on fait plus d'activités. On est high class aussi. Ah oui, hein? Oui. Là, vous êtes en 4e année? 5e année. Oui. Puis en 4e année, c'était beaucoup plus différent. C'était pas le même genre. On n'utilisait pas les trucs électroniques. On n'avait pas le droit aussi d'en ramener en classe, alors que cette année, on en ramène tous nos objets électroniques, puis on travaille avec. Oh, wow, ça, c'est intéressant, Monsieur Pierre, parce que là, on passe de l'interdiction à allez-y, ce sont vos outils. Il n'y a pas une classe qui est la même, mais nous, ce qu'on se dit, c'est si c'est un outil qui va aider l'élève, bien, il
forcé de dire oui. Donc, ça part du fait que vous êtes un adepte, un petit geek, entre guillemets, des technologies, c'est ça? En fait, c'est un intérêt. Je suis pas tant geek que pédagogue. Et si je vois, encore une fois, que cet outil-là est aidant en lecture ou en maths, bien, qui je suis pour dire non, 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 tu ne peux pas l'utiliser. Au contraire, je trouve que c'est aidant. Puis l'évaluation de l'élève, elle est meilleure à la fin parce qu'il s'est mieux préparé. Alors, tout le monde est gagnant. Est-ce que vous utilisez des applications existantes? Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'ils sont toujours sur leur iPad, leur tablette? Non, pas du tout. Mélissa, est-ce qu'on est toujours en train d'utiliser les technologies? En fait, non, parce que d'habitude, on utilise seulement les technologies quand on a besoin d'aide dans une matière où on ne comprend pas. Sinon, on utilise le papier et crayon comme d'habitude. Oui, oui, c'est ça, il faut continuer d'écrire. Est-ce qu'il y a une matière en particulier où vous êtes plus souvent sur la tablette? Les maths, par exemple? Oui, les maths, on fait sur NetMath. Et le français, on fait InfoJeune. C'est un texte, puis là, on lit, puis après, là, un questionnaire. Ah, OK. Une compréhension de texte. Oui, c'est ça. Ah, super. Est-ce que vous lisez sur vos tablettes? Toi, est-ce que tu lis? Oui, oui. Plus dans une tablette ou d'un livre? Qu'est-ce que tu En préfères? fait, moi, j'aime les deux parce que chacun est différent, mais je préfère quand même un peu sur l'iPad parce que c'est beaucoup plus amusant. En fait. Ah oui, il y a de l'interaction et Oui, tout ça, c'est voilà. ce que t'aimes. Ah, super. Monsieur Plein, vous l'avez dit, toutes les classes sont différentes, même au sein d'une même école. Est-ce que vous sentez que vous avez une influence sur les autres professeurs, les autres enseignants? Dans toutes les écoles où il y a ce genre de classe, il y a toujours des petits éléments qui sont repris ailleurs. Surtout quand on voit que la motivation des élèves s'accroît. Les profs se rendent bien compte qu'il y a une situation qui se passe, puis on le voit, tout à fait. Il y a une influence, parfois plus grande, parfois plus petite, mais ça, c'est certain, c'est indéniablement. Là, dans les dernières 15 années, on a bien vu que cette influence-là, elle est là. Ah oui. Puis on s'en parle un petit peu avant d'entrer en ondes, le fait que les écoles publiques innovent beaucoup aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives qui partent de la base. Hein. Ce sont des enseignants, puis avec leurs élèves parfois, qui vont décider de créer, de coder, de sortir un peu des sentiers battus, puis d'admirer et d'apprécier le résultat que ça peut donner. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que vous allez retenir de... Là, l'école finit bientôt quand même, là. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience dans la classe de M. Pierre? Moi, je vais retenir que des choses qu'on a apprises sur les maths, français, géo, etc. Et je vais aussi apprendre comment utiliser les technologies parce que je me suis plus améliorée. Ah oui, même ça? Oui. Ah, wow! Toi aussi, Mélissa? Oui, moi, je suis totalement d'accord avec Marianne et je vais retenir que même si on utilise les iPads, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise que ça parce que on n'utilise pas que ça dans l'école. Non, c'est Oui. ça. C'est un accompagnement, c'est une façon de... Puis qu'est-ce que vous aimez le plus de votre professeur? C'est quand il nous donne des activités parce que nous, on fait apprentissage et on fait plein d'activités avec lui. Et c'est ça que j'aime de lui. Oui, puis toi? Moi, c'est apprentissage aussi parce que je suis directrice d'apprentissage. Puis, on interagit beaucoup avec les aînés chaque vendredi. Et voilà. Ah, génial! Là, c'est clair qu'il y a une pression pour le professeur, l'enseignant de la 6e année de primaire, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai un collègue qui est justement très bien préparé à cela, Oui. puis d'autres aussi. Alors, je dirais pas pression, mais certainement une façon... Il y a quelque chose à regarder, à faire différemment. Et si c'est du positif, on est là pour soutenir ces profs-là aussi. Parce qu'on ne peut pas passer de tout à rien là, une Non, année il y a une après. progression, c'est vrai, effectivement. Ouais. Génial. En tout cas, ils sont super allumés, vos élèves. Ça paraît que vous êtes Merci. un bon enseignant, un bon prof. C'est leur talent. J'aurais aimé ça, moi, avoir un prof comme vous. Vous êtes vraiment chanceux. Merci, Ahmed. Merci, tout le monde. Merci, les filles. Je suis avec Catherine Légaré, qui est présidente et fondatrice de Academos. C'est un organisme qui offre des solutions numériques pour aider les jeunes à s'orienter professionnellement. Bonjour, Catherine. Bonjour. D'abord, il y a Academos, il y a Enio, il y a Raoul. Parle-moi de tout ça. Academos, d'abord, c'est quoi? Oui, bien, Academos d'abord parce que c'est le premier produit qu'on a créé il y a 19 ans. Alors, c'est un réseau social pour aider les jeunes à s'orienter. Il y a une application mobile, là, bien évidemment. Donc, les jeunes peuvent y trouver des mentors, des stages d'un jour. C'est vraiment une communauté où les jeunes peuvent rencontrer des gens qui sont actifs tous les jours dans le marché du travail.
Puis ça va du plombier au chercheur universitaire en passant par l'animatrice d'émission télé. Donc, c'est comme un LinkedIn, mais vraiment précisément on pourrait le voir mentor comme jeune? ça. Soit un LinkedIn pour les jeunes ou un Facebook de l'orientation. Là, c'est comme un mélange des deux. OK. Enio, qu'est-ce que c'est? Enio, c'est une plateforme d'orientation qui est toute numérique. Donc, un jeune peut faire un processus d'orientation avec des activités de connaissance de soi, des activités de connaissance du monde du travail, tous les programmes d'études. Donc, c'est un outil qui est plus utilisé à l'école avec l'aide d'un conseiller d'orientation, mais c'est vraiment ludique. Ça s'utilise avec un téléphone. Puis c'est connecté sur Academos aussi. Donc, à mesure qu'on découvre notre profil professionnel, on peut se faire suggérer des mentors qui correspondent à nos intérêts, des stages d'un jour. Fait que c'est vraiment le fun. L'ancêtre de ça, c'est l'espèce de petit test de personnalité qu'on faisait avec l'orienteur. Oui, qu'on a traduit, disons, là, pour rendre ça facilement utilisable dans un monde numérique. Et aussi vraiment collé sur... tu sais, ce qui nous préoccupe beaucoup, nous, quand on construit des produits, c'est de rester collé sur notre utilisateur principal qui a 15 ans, puis qui est bien, bien difficile dans son utilisation de produits numériques. Alors, il a fallu vraiment faire une traduction de ces outils-là pour les actualiser. Puis on s'adapte aussi aux besoins des jeunes. Là, il y a un nouveau bot. Oui, qui s'appelle Raoul. C'est notre nouveau bébé, c'est un bot Messenger. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt que de faire juste de la publicité, mettons, sur Facebook pour que les jeunes viennent s'inscrire à Academos, bien, entre les deux, on a mis notre robot. Alors, quand les jeunes cliquent sur une publicité, ils rencontrent notre robot conversationnel qui leur pose des questions sur leur choix de carrière, mais vraiment avec des jokes du crunchy. Ah, c'est fun. Pour dédramatiser, hein, c'est une grosse décision, le choix de carrière. Fait qu'on veut amener un aspect d'humour puis de faire que les jeunes se sentent moins seuls avec cette décision-là. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, les jeunes à l'écoute, on va aller télécharger toutes ces applications-là. Oui, on tape dans Google Academos ou sur Facebook en allant, sur Messenger en tapant Academos Raoul, vous allez trouver facilement le robot. Puis Enio est utilisable à l'école, par contre, uniquement avec des licences école. Donc ça, c'est pas accessible gratuitement. Puis la dernière chose que je dirais, c'est aux adultes, devenez mentors. On en a toujours besoin. On en a 2500, mais de l'autre côté, il y a presque 80 000 jeunes abonnés à Academos, fait qu'on a besoin de vous. Parler de votre métier, de votre quotidien, de vos études, ça les rassure énormément, les jeunes. Pour les mentors, ça ravive la passion de la profession. Les mentors se sentent toujours utiles, connectés avec leur travail. Ça ravive la passion, en effet. Hey, merci beaucoup, Catherine. Bien, merci. Marie-Hélène, on a parlé aujourd'hui de plusieurs belles applications pour l'éducation. Vraiment, mais là, en 30 minutes, on n'a pas eu le temps de tout dire, tout raconter. Puis il y a plein d'applications que les gens à la maison peuvent utiliser aussi avec leurs enfants ou même pour eux au niveau de l'éducation. On va vous en nommer quelques-uns. Peut-être que vous les utilisez déjà, ces applications-là. Peut-être que sinon, on va vous en faire découvrir. Commençons par les maths. Marie-Hélène, tu étais bonne en maths, toi? D'après toi? Non, les mathématiques, puis moi, c'était vraiment deux. Là. Non, les maths, non. Alors, est-ce qu'il y a une application que je pourrais utiliser pour mieux apprendre les mathématiques? Oui, pour aider, il y a le jeu Slice Fraction. Slice Fraction, oui. C'est un jeu qui, sous la forme de défi, aide vos petits matheux à maîtriser les fractions et à comprendre les différents concepts. OK. Alors, pour les jeunes d'abord, mais moi, ça pourrait m'aider aussi pour mes fractions. Je trouve ça où, cette application-là? Eh bien, sur l'Apple Store, Google Play, Microsoft, pour 5,49 $. Et à la maison, ne vous laissez pas décourager par un titre en anglais. Il a été créé à Montréal et il est disponible en français. J'ai une autre application de mathématiques qui a été créée au Québec. Ça s'appelle New Math. C'est Scolab qui fait cette application-là. C'est un cahier d'activités mathématiques qui est conçu autant pour les profs que les parents ou les élèves. Comment ça marche? C'est ça la question. C'est des élèves se pratiquent en ligne. Il y a des activités là, de missions interactives. Tu peux gagner des badges. Je pense que c'est comme un truc un peu historique, là, des aventures incroyables. Il faudrait que je l'essaie, mais j'en ai beaucoup entendu parler, puis ça a l'air que ça fonctionne très, très bien. Et pour les profs et les parents? Pour les profs et les parents, ils ont accès aussi à des fonctions d'apprentissage des jeunes pour les mathématiques. Quelques exemples, correction automatisée, solutions détaillées, exemples contextuels, rapport de progression, régénération infinie de problèmes. Donc, c'est assez complet de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire. Donc, assez complet. OK, encore un bel outil d'apprentissage. Et on le trouve où? Principalement sur le site web de Scolab pour New Math. Et aussi, on peut s'inscrire avec les forfaits des écoles, forfaits famille. C'est vraiment simple d'utilisation. Génial. Donc, tu n'étais pas bonne en maths, tu devais plutôt être une lectrice? Lectrice, tu dis, non, la lecture, c'est ma passion et je l'ai transmis à ma fille. On est vraiment deux
bookworm, comme on dit, là. Eh bien, j'ai quelque chose pour toi. Ça devrait t'intéresser pour la lecture. TFO, la télévision francophone d'Ontario, a créé l'application Bookily. OK, je connais pas. C'est quoi? C'est pour encourager les enfants à lire et à développer leur capacité de lecture. Puis est-ce que c'est des exercices de lecture ou c'est des histoires? Ben, un peu les deux. C'est plutôt une collection d'un peu plus d'une 50aine de livres écrits exprès pour Bookily. Ah, wow! Ils sont classés par niveau de lecture et traitent par le biais de petites histoires de nombreux sujets qui touchent les jeunes. Est-ce que les parents aussi, on a des petites applications dans Bookily? Oui, les parents peuvent suivre les progrès de tous leurs enfants sur le portail. Ah, ouais, OK. Ah, c'est cool. Puis on trouve ça où? Sur bookily.ca pour la version web et sur l'App Store et Google Play pour l'application. Vous n'avez qu'à vous créer un compte et ensuite un profil pour chaque enfant. Ah ben, c'est clair que je vais aller visiter ça. Bookily, ma fille va adorer. On va suivre ses programmes de lecture, c'est chouette. Il y a une autre application que j'utilise au quotidien. Ça s'appelle Seesaw. C'est une application que la professeure de Lily utilise. Ma fille est en première année. Et je reçois des notifications sur mon téléphone là, à toute heure du jour lorsqu'elle a un événement précis dans sa classe. Alors, ça peut être une vidéo de son exposé oral, ça peut être un dessin, ça peut être une chanson qu'ils ont fait dans le cours de musique. Il y a des petites vidéos, c'est vraiment chouette. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux réagir en tant que parent. Tu fais un petit j'aime, évidemment, pour encourager ton enfant, mais tu peux aussi commenter. Puis la professeure donne le commentaire à ton enfant. Tu peux commenter écrit, mais tu peux aussi commenter avec la voix. Fait que tu peux dire « Ah, bravo, puce, je suis fière de toi! » Puis là, la professeure en entend à sa fille. Fait que ça me permet de voir vraiment la vie scolaire de ma fille vraiment au jour le jour. C'est comme si j'étais dans la classe. C'est vraiment génial. super. Ouais. Puis effectivement, si j'avais plus d'un enfant, il y aurait toutes les classes de mon enfant. C'est vraiment chouette. D'accord, puis ça te laisse des souvenirs aussi. Exactement, oui, je conserve tout ça. J'ai encore tous les documents de la maternelle. Ça me fait penser un peu à Studio. C'est un agenda scolaire en ligne qui fonctionne un peu de la même façon. Les élèves peuvent y inscrire leurs tâches, leur horaire et gérer leur temps. C'est une super façon d'apprendre à être autonome. Le prof peut aussi mettre des tâches qui se retrouveront aux côtés de celles de l'élève. OK. Ben, je vais essayer ça. C'est cool. Puis les parents, on peut faire quoi avec Studio? En lecture seulement, tu peux avoir accès à des rapports aussi. Et c'est plus, en plus, c'est Made in Québec. Ah bon, c'est bon ça. On aime Donc ça encourager. en français et adapté à l'enseignement d'ici. C'est vraiment fou, tous les outils qui existent. On pourrait en parler pendant des heures. Si vous voulez vous tenir informé à la maison, consultez québecnumérique.com. Si vous voulez revenir sur les différents sujets de l'émission vue aujourd'hui, vous pouvez consulter les sites web des différentes organisations. Dans notre prochain épisode, nous parlerons santé. C'est un sujet qu'on a déjà abordé l'an dernier de façon plus générale et qu'on va essayer d'aborder de façon très concrète cette année. Je suis Céline Delval. Et moi, Marie-Hélène Raymond. Et on vous dit à bientôt.